Pourquoi le simple fait de s'allonger sur un canapé incroyablement confortable un vendredi soir sans aucune obligation, ça peut déclencher exactement la même réaction biologique que si on était, je sais pas, pris en chasse par un ours sauvage? Ah ouais, c'est toute l'absurdité de notre conditionnement moderne en fait. Le corps, il réagit à la douceur des coussins comme à une menace mortelle imminente. Mais c'est totalement contre-intuitif. Et pourtant, c'est une réalité assez brutale pour beaucoup de monde. Complètement. Parce qu'on s'imagine souvent que la relaxation, c'est une équation mathématique parfaite, quoi. La semaine est terminée, les factures sont payées, La vaisselle est propre. voilà, la fameuse liste des choses à faire est entièrement cochée. L'équation, elle semble hyper évidente. Absence de tâches plus absence de pression égale détente absolue. Sur le papier, oui. C'est ça, sur le papier, on se laisse tomber sur ce canapé, on prend une grande inspiration en fermant les yeux et on attend simplement que le soulagement nous envahisse. On attend que la machine bascule d'elle-même en fait. Ouais, Comme si le système nerveux, c'était un simple interrupteur binaire, tu sais. Genre mode travail éteint, mode récupération allumé. sauf que cet interrupteur, il a l'air d'être complètement coincé pour énormément de gens, hein. Au lieu de la paix intérieure qu'on espère, c'est une angoisse sourde qui s'installe. Le rythme cardiaque refuse de ralentir. Exactement, et on a cette petite voix insidieuse qui commence à murmurer qu'on a sûrement oublié un email crucial ou qu'on est en train de gaspiller un temps précieux. Qu'on ne sert à rien finalement. C'est terrible, hein. Et en l'espace de quelques secondes, ce sanctuaire de douceur, ce canapé qu'on a désiré toute la semaine, il se transforme en une véritable machine de torture psychologique. On se retrouve littéralement prisonnier de l'immobilité. Incapable d'en profiter, mais en même temps épuisé à l'idée de bouger. C'est dingue. Et c'est précisément ce mystère qui nous rassemble aujourd'hui. Notre plongée au cœur de nos documents se concentre sur un texte fascinant. Un très bon texte d'ailleurs. Ah oui, vraiment. Un essai qui aborde ce phénomène en profondeur et qui s'intitule, et je cite, Pourquoi vous vous sentez coupable de ne rien faire? Tout un programme. C'est clair. La mission de notre analyse du jour, c'est de comprendre l'anatomie de ce paradoxe de la détente. Pourquoi le fait d'exister, tout simplement, sans rien produire, ça génère une angoisse aussi viscérale? Et c'est une question cruciale à notre époque. Absolument. Bon, décortiquons ça. Parce que pour espérer régler ce problème, il faut d'abord arrêter de se blâmer pour notre soi-disant incapacité à nous reposer. Il faut regarder ce qui se passe sous le capot. Exactement. L'état précis dans lequel se trouve notre système nerveux juste avant le moment où on essaye de s'arrêter. Ce qui est fascinant ici, c'est la notion d'adaptation au stress chronique, telle qu'elle est vraiment disséquée dans nos sources. L'adaptation au stress chronique, donc? Oui, parce qu'historiquement, et même biologiquement, l'être humain il est conçu pour percevoir le stress comme un événement isolé, et bref. Une alarme incendie ponctuelle, en gros. Voilà, un prédateur qui approche, une tempête soudaine ou un effort physique très intense pour fuir. Donc un pic d'adrénaline très net. C'est ça, un pic de cortisol massif qui a un début, un milieu et une fin super claire. Et une fois le danger écarté, le corps est programmé pour redescendre à son niveau de base. Son point mort métabolique, si on veut. C'est le terme. Mais ce que le texte met en lumière, et c'est là que ça fait mal, c'est que notre environnement actuel a complètement piraté ce mécanisme. Piraté dans quel sens? L'alarme ne s'éteint jamais vraiment, hein. Exactement. Les alertes des téléphones, les deadlines professionnelles constantes, l'incertitude économique, Le flux continu d'informations anxiogènes partout, tout le temps. carrément. Le danger, ce n'est plus un prédateur physique qui finit par s'en aller. C'est une pression invisible et continue. L'état d'alerte élevé est devenu la nouvelle normalité. Ouf, c'est lourd quand même. Ouais. Et le corps humain possède une capacité d'adaptation qui est redoutable. C'est-à-dire? Pour survivre à cette sollicitation permanente sans s'effondrer de fatigue, l'organisme ne cherche même plus à revenir à son ancien niveau de calme. Attends, il abandonne l'idée de se calmer? En gros, oui. Il recalibre carrément son niveau zéro. Le stress chronique devient le bruit de fond. L'air qu'on respire. Voilà. C'est effrayant quand on prend le temps d'y penser. Pour bien visualiser cette mécanique, je propose qu'on imagine notre cerveau comme le moteur d'une voiture. J'aime bien cette analogie. Vas-y. Disons qu'on roule sur une autoroute allemande, tu sais, sans limitation de vitesse. Ah oui, à fond. Voilà. On a le pied écrasé sur l'accélérateur, on est en 5e vitesse à 160 km/h, Jusque-là, on suit. et on maintient cette cadence non pas pendant quelques heures pour un trajet, mais pendant des jours, des semaines, voire des mois entiers. Donc le moteur hurle. Le moteur hurle, il est en surchauffe constante. Mais il tient le coup parce qu'on l'alimente en carburant de survie. L'adrénaline et le cortisol. Exactement. Et puis soudainement, miracle, c'est le week-end, on sort de l'autoroute et on entre instantanément dans une petite ruelle pavée de centre-ville. Où la limite est de 10 km/h. C'est ça. On relâche brutalement la pédale.
Mais la voiture, elle glisse pas doucement dans le silence. Non, la mécanique s'emballe. Exactement. Quand on essaie de rouler à 10 km/h après des mois à 160, la voiture, elle tousse de façon hyper inquiétante. Elle broute violemment. Ouais, on a l'impression que la boîte de vitesse va exploser, en fait, que le moteur va caler dans un grand fracas. L'inconfort est total. C'est une super image. Merci, Evil. Mais du coup, est-ce que c'est ça qui se passe neurologiquement parlant? Est-ce que l'esprit, il perd littéralement la notice technique pour savoir comment rétrograder? Alors, l'image de la mécanique qui s'emballe, elle est très juste. Mais la réalité biologique, elle est encore plus complexe que ça. Ah bon? Comment ça? Une voiture, on finit par couper le contact et elle s'arrête net. Notre système nerveux, lui, il baigne dans un cocktail chimique continu. Il n'a pas de bouton d'arrêt d'urgence. Donc on ne peut pas juste couper le contact. Non. Quand on maintient l'accélérateur mental enfoncé aussi longtemps, c'est le système nerveux sympathique. Le fameux circuit de la lutte ou de la fuite, c'est ça? Exactement. C'est lui qui devient le pilote automatique par défaut. Les connexions neuronales liées à l'hypervigilance, elles deviennent de véritables autoroutes de l'information. Très épaisse, très rapide. Très rapide, ouais. Et à l'inverse, les chemins neuronaux de la relaxation, qui sont gérés par le système parasympathique, ils s'atrophient. Par manque d'utilisation. C'est ça, comme un muscle qu'on n'utilise plus. Donc s'arrêter n'est pas juste un soulagement, c'est un véritable choc pour l'organisme. Un choc majeur. C'est pas du tout un processus passif de se reposer dans de telles conditions. C'est un acte physiologique profondément contre-intuitif pour un corps qui se croit en guerre. Waouh! Il faut activement déprogrammer une adaptation biologique. L'organisme, il a sécrété des hormones de stress pendant des mois pour maintenir cette cadence sur l'autoroute. Et ces hormones, elles disparaissent pas dans le sang juste parce qu'on a décidé de s'asseoir sur un canapé. Absolument pas. C'est un peu comme demander à un muscle qui a été atrocement contracté pendant une année entière de se relâcher d'un seul coup en une fraction de seconde. Ah oui, je vois le genre de douleur. La première chose ressentie, ce n'est absolument pas de la détente, c'est une douleur aiguë. C'est la crampe. La crampe mentale. Exact, c'est le mot parfait. Cette tension presque douloureuse quand on essaye désespérément de lâcher prise. Exactement. Et ça m'amène à un point qui m'a vraiment fait bloquer lors de la lecture de notre document. Il y a ce concept central, presque paradoxal, qui est censé expliquer cette crampe. Tu parles de la théorie de la friction ? Oui, l'auteur appelle ça la théorie de la friction appliquée au repos. Oui, c'est un emprunt direct au vocabulaire de la physique, mais appliqué à la psychologie du comportement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et là, j'ai besoin d'une explication approfondie. Je t'écoute. Parce que si on y réfléchit de manière logique, la friction dans la vie de tous les jours, c'est la force qui s'oppose à l'effort. C'est l'obstacle, quoi. Oui, la résistance. C'est cette fameuse friction qui fait qu'il est atrocement difficile de sortir de son lit à 6 heures du matin dans le froid pour aller courir sous la pluie. On la connaît bien, celle-là. On est d'accord. C'est la friction qui nous pousse à procrastiner indéfiniment devant une déclaration d'impôt ou un gros tableau Excel. La friction, c'est l'ennemi de l'action difficile. Tout à fait. Mais là, le texte suggère qu'il y a de la friction pour faire la chose la plus fondamentalement simple de l'univers, s'allonger sur des coussins et laisser la gravité faire le travail. C'est vrai que vu comme ça, Comment est-ce physiquement et mentalement possible? La gravité travaille pour nous. L'effort est littéralement de zéro. cela soulève une question importante sur ce qu'est véritablement l'effort pour le cerveau. L'erreur commune, c'est de croire que la friction, elle réside dans l'action physique elle-même. Alors que ce n'est pas le cas. Évidemment qu'il n'y a aucune difficulté biomécanique à s'allonger. On sait tous le faire. L'obstacle, la friction gigantesque dont parle l'auteur, elle ne se situe pas dans le repos en soi, Elle est où alors? dans la phase de transition. C'est le changement d'état qui réclame une énergie folle. Le changement d'état. Comme quand on passe d'un état solide à un état liquide, genre en chimie. Précisément. C'est de la thermodynamique émotionnelle. En physique classique, faire bouillir de l'eau, donc la faire passer de l'état liquide à l'état gazeux, À demande de chauffer énormément. voilà, ça demande un apport d'énergie massif au moment très précis où l'on franchit le palier critique du changement d'état. Ok, je vois. Pour notre esprit, c'est identique. L'état A, c'est l'hyperproductivité, l'anticipation des problèmes, le mouvement perpétuel. La fameuse autoroute allemande à 160 à l'heure. Exactement. Et l'état B, c'est l'immobilité, le lâcher-prise, le silence. Et le gouffre entre les deux est immense, c'est ça? Et il est colossal. Traîner son système nerveux d'un état à l'autre, ça nécessite de franchir un mur psychologique d'une épaisseur incroyable. Waouh. La friction, en fait, c'est le bruit que fait le cerveau quand il se frotte contre ce mur de décélération. D'accord. Ah, je commence vraiment à saisir la nuance là. Le problème, ce n'est pas d'être sur le canapé. Non,
Le problème, c'est le voyage émotionnel de la porte d'entrée jusqu'au canapé. C'est exactement ça. Et une fois qu'on y est physi-point, l'esprit, lui, il est encore en train de s'écraser contre le mur de la transition. Et c'est là que ça devient si inconfortable. Et c'est exactement à cet instant de collision que la culpabilité entre en scène de manière spectaculaire. Ah, la fameuse culpabilité de ne rien faire. Oui. Et c'est crucial de comprendre que cette culpabilité n'a absolument rien à voir avec une quelconque vérité objective sur notre valeur personnelle. Ou sur notre éthique de travail, non? Rien du tout. Elle n'est que l'expression émotionnelle de cette friction mécanique qu'on vient de décrire. Attends. La culpabilité ne serait qu'une illusion, un simple sous-produit mécanique. Totalement. C'est une erreur de traduction du cerveau rationnel. Le corps, on l'a dit, il est rempli d'hormones de stress, d'accord ? Ouais, le cœur bat fort, on est tendu. La respiration est superficielle. Le système nerveux crépite d'énergie résiduelle, donc on ressent un profond malaise purement physiologique en essayant de s'arrêter. Ok. Or, le cerveau humain déteste ne pas comprendre ce qu'il ressent. Il a horreur du vide de sens. Il cherche désespérément un narratif pour expliquer cet inconfort corporel. Ah, je vois le piège arriver. Il se dit « Bien, mon cœur s'emballe, je me sens extrêmement mal en étant juste assis là, ça doit forcément signifier que je fais quelque chose de mal. » Quelque chose de répréhensible. C'est ça. Il se dit « Je devrais être en train de trier ce courrier, de lancer une machine, d'avancer sur ce projet. » C'est fou. Donc la culpabilité n'est qu'une pirouette intellectuelle. Une simple rationalisation d'un problème purement neurologique de surrégime. Mais c'est une révélation absolument phénoménale. On passe des années à se flageller moralement, à se traiter de paresseux, à se croire infecté par la culture de la surproductivité. Alors qu'en fait, on ne fait que subir les lois implacables de cette thermodynamique émotionnelle. C'est dingue, on interprète une crampe de décélération comme une faute morale. C'est exactement ça. C'est vraiment fou. Mais c'est là que notre exploration prend une tournure encore plus sombre, hein. Le document ne s'arrête pas là. Non, il va plus loin. Il explique que ce malaise face à l'immobilité, le cerveau ne fait pas que le traduire en culpabilité. Il l'interprète d'une manière beaucoup plus primitive et honnêtement glaçante. Oui, la perception du danger. Voilà, il finit par percevoir le repos, non pas comme une perte de temps, mais comme un danger. Un danger de mort, littéralement. C'est la conséquence tragique, mais d'une logique implacable, de cette fameuse adaptation au stress. Comment ça peut être logique de voir le repos comme un danger de mort? Quand le système nerveux autonome a passé des années à se calibrer pour anticiper en permanence la prochaine catastrophe, la prochaine urgence, l'absence soudaine de stimuli, elle n'est plus du tout perçue comme un répit. C'est perçu comment, alors? Le vide devient terrifiant, parce que le vide est suspect. Ah ouais. J'aimerais vraiment qu'on pose le décor pour visualiser l'intensité de ce mécanisme. C'est une image qui m'est venue en lisant ces paragraphes. Je t'écoute. Imaginons un instant. On est en plein Moyen-Âge, au beau milieu de la nuit. Ok, l'ambiance est posée. On a un garde solitaire posté tout en haut des remparts d'un immense château fort. Le problème, c'est que ce château est violemment assiégé depuis des semaines. Nuit et jour, c'est le chaos absolu. Les tirs trébuchés, tout ça. C'est ça, des tirs de trébuchets, des cris d'assaillants, le martèlement continu des béliers contre les portes en contrebas. Les flèches enflammées qui zèbrent le ciel. Exactement. Ce garde, il est au bout du rouleau. Ses yeux brûlent de fatigue, ses articulations sont douloureuses, ses mains sont crispées à un sang faire saigner jour sa lance. Il est en hypervigilance totale. Total. Et puis, au milieu de la nuit, soudainement, tout s'arrête. Un silence absolu. Plus rien. Pas le moindre bruit d'armure, pas un craquement de branches dans la forêt d'à côté. Le silence total, épais, lourd. Et là, que se passe-t-il? Face à ce calme plat, ce garde épuisé, il va absolument pas poser sa lourde lance contre le mur, s'étirer en bâillant et se dire « Bon, quelle aubaine ! L'ennemi a dû rentrer chez lui, c'est super calme, je vais enfin pouvoir m'allonger sur ces pierres froides et faire une bonne nuit de sommeil. » Bien sûr que non. Il va entrer dans un état de panique absolue. Précisément. Il va avoir des sueurs glacées, ses pupilles vont se dilater à l'extrême, son rythme cardiaque va exploser. C'est la réaction de survie basique. Ouais, parce que pour un cerveau immergé dans un environnement de menaces mortelles constantes, le silence ne signifie jamais la paix. Jamais. Le silence signifie que la situation vient de devenir infiniment pire. Ça signifie que l'ennemi s'est faufilé dans l'ombre,
qu'il est juste en bas de la muraille avec des échelles silencieuses. Voilà. Et qu'il prépare l'embuscade la plus vicieuse et la plus dévastatrice depuis le début du siège. Dans ce contexte, le moment de calme apparent, c'est l'instant le plus dangereux de toute la guerre. Et s'endormir à ce moment précis, c'est signer son arrêt de mort. Exactement. Si on relie ça à une perspective plus large, à la neurobiologie contemporaine, c'est trait pour trait ce qui se joue dans les profondeurs de notre cerveau limbique chaque soir. Notre propre petit château fort intérieur. C'est ça. Notre cerveau reptilien, lui, il n'a pas évolué assez vite pour faire la différence entre une armée médiévale qui assiège nos remparts et l'accumulation étouffante des pressions modernes. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre des flèches enflammées et, je sais pas, une notification d'email urgent. Pour l'amygdale, le centre de la peur de notre cerveau, la menace de l'inflation, la peur du licenciement, l'angoisse climatique, tout ça c'est codé chimiquement exactement de la même manière qu'une horde d'assaillants. Ouf! Donc le canapé, le vendredi soir, c'est baisser la garde sur les remparts. C'est exactement ça. Baisser sa garde pour se reposer, quand on est viscéralement conditionné à croire qu'on est continuellement sous le feu ennemi, ça revient à se rendre volontairement vulnérable à la prochaine attaque. C'est fou. Décider d'enlever son armure mentale en plein milieu d'un champ de bataille psychologique, l'instinct de survie l'interprète comme un acte suicidaire. Rien de sain. L'anxiété fulgurante qui monte à la gorge quand on essaie de s'installer devant un film en plein après-midi, ce n'est donc absolument pas un défaut de caractère. C'est pas un manque de discipline ou un échec personnel. C'est tout l'inverse. C'est la preuve éclatante d'un système d'alarme interne très performant, qui fonctionne à merveille et qui hurle avec les meilleures intentions du monde pour assurer notre survie immédiate. C'est bouleversant de réaliser à quel point on se trompe de combat. Complètement. On passe nos journées à se livrer une guerre civile intérieure. Une part de nous, épuisée, consciente, elle supplie à genoux pour avoir 1 heure de répit sur ce canapé. Et l'autre part, L'autre part, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus puissante, elle verrouille toutes les portes menant à la détente, persuadée qu'elle est en train de nous sauver la vie. c'est tragique quand on y pense. Et c'est la friction terrible de ce conflit intérieur qui produit l'étincelle de la culpabilité toxique dont on parlait. La collision frontale entre l'envie consciente de ralentir et l'ordre inconscient de rester en vie. C'est beau et triste à la fois. Une collision qui ne laisse aucun répit d'ailleurs. D'autant plus que l'immobilité physique ouvre un vide immense. Et la nature, particulièrement la nature neuronale, elle a horreur du vide. Elle déteste ça. Si le corps est à l'arrêt et qu'il n'y a miraculeusement plus aucun problème externe concret à résoudre dans l'immédiat, le cerveau, qui est toujours coincé dans son mode de scan ultra vigilant, il va retourner son radar vers l'intérieur. Aïe. Il va chercher le danger en nous. Exactement. Il va se mettre à scruter désespérément l'horizon de nos pensées pour y dénicher la prochaine menace potentielle. Juste pour justifier son niveau d'alerte biochimique, tu vois. Ah, voilà. C'est le moment fatidique où, soudain, dans le silence du salon, on se met à revivre avec horreur une remarque un peu maladroite qu'on a faite lors d'un dîner il y a genre 4 ans. C'est un classique, ça. Ou alors on commence à anticiper un scénario catastrophe complètement hypothétique concernant un rendez-vous qui n'aura lieu que dans 6 mois. Le repos absolu, pour un cerveau stressé, ça se transforme irrémédiablement en une vaste salle d'attente de l'anxiété. La salle d'attente de l'anxiété. La métaphore est tellement juste et tellement déprimante à la fois. N'est-ce pas? On s'assoit sagement, on arrache un petit ticket numéroté et on attend dans le silence que notre propre esprit annonce notre numéro pour nous projeter à la figure toutes nos failles personnelles. Toutes nos erreurs passées et tous les désastres probables de l'univers. C'est ça. Et à ce compte-là, il n'est pas du tout étonnant qu'on finisse par craquer, qu'on bondisse brusquement du canapé au bout de 10 minutes pour aller, je sais pas, trier un tiroir de câbles inutiles. Ou frotter les plaintes du couloir avec une brosse à dents usagée. Carrément. Au moins, pendant qu'on frotte frénétiquement, le corps est en mouvement. L'attention, elle est fixée sur une tâche. C'est une diversion. On prouve en temps réel à notre cerveau de chasseur-cueilleur qu'on n'est pas une malheureuse proie facile, assise, vulnérable dans les hautes herbes, en train d'attendre de se faire dévorer. La micro-productivité frénétique, le fait de nettoyer de manière compulsive ou de scroller sans fin sur un écran en cherchant des informations, ça devient la stratégie d'évitement parfaite. L'évitement du vide. C'est ça. C'est un mécanisme de fuite sophistiqué pour ne pas avoir à affronter la traversée du désert émotionnel, cette fameuse friction de décélération. D'accord. En restant constamment en mouvement, même pour des tâches complètement dérisoires, on donne le change au système nerveux. On lui souffle. Tu vois, l'alerte est maintenue, je suis actif, je gère la situation. Aucune embuscade ne peut me surprendre puisque je suis déjà en posture d'action. Et j'imagine que c'est là que le piège se referme sur nous. Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'en utilisant cette stratégie de fuite par le mouvement, on maintient précisément l'état de stress qui cause le problème à la base. Ah, t'as mis le doigt dessus. En refusant de s'asseoir avec l'inconfort de la friction, en fuyant l'illusion du danger que représente le repos, on valide le message d'alerte. On confirme au cerveau que oui, il y a bien un danger qui justifie cette agitation. C'est la définition parfaite du cercle vicieux. Plus on échoue à se reposer calmement, plus on comble ce vide par de l'action nerveuse. Et plus on renforce puissamment les câblages neurologiques qui nous empêcheront de nous reposer la prochaine fois. C'est désespérant, hein? C'est le mécanisme même de la chronicité dont on parlait au tout début. L'état d'urgence devient auto-généré et auto-entretenu. Comment on sort de ça alors? Eh bien, la résolution d'une impasse pareille ne passera jamais par la simple force de volonté. On ne peut pas juste se forcer à se détendre. Impossible. On ne peut pas, d'un coup de baguette magique ou par pure injonction mentale, s'ordonner de se détendre. C'est aussi inefficace que de crier sur le garde du château médiéval en lui hurlant de dormir. L'agression verbale ne ferait que décupler son niveau de terreur. Exactement. L'enjeu est tout autre. Il faut d'abord intellectualiser et comprendre le mécanisme d'horlogerie qui est à l'œuvre. D'où l'importance de ce genre d'analyse. Voilà. Il s'agit d'identifier cette culpabilité, non plus comme un verdict moral sur notre supposée fainéantise, mais comme un symptôme biologique transitoire. Une crampe, comme on disait. C'est simplement la traduction maladroite en langage émotionnel d'une colossale surcharge du système nerveux. Et le formuler de cette manière, honnêtement, c'est d'une puissance libératrice incroyable. Ça enlève un poids énorme. Savoir au plus profond de soi qu'on n'est pas défectueux, qu'il n'y a pas d'erreur de fabrication en nous, et qu'on n'est pas, je cite, nul en relaxation par nature. C'est rassurant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on essaye de rassembler les pièces du puzzle? Si on s'arrête un instant pour observer l'ampleur du terrain qu'on vient de couvrir grâce à ce texte. On a fait pas mal de chemin, oui. On a commencé notre analyse en se penchant sur la banale difficulté de s'allonger sur un meuble rembourré, et en creusant un peu, on a mis au jour une ingénierie de survie d'une complexité fascinante qui tourne à plein régime en arrière-plan de nos vies. Si on devait extraire l'essence même de cette exploration, le point d'ancrage fondamental, ce serait d'affirmer avec certitude que l'incapacité à savourer le repos et cette culpabilité écrasante de ne rien faire ne relèvent jamais de l'échec personnel. Jamais. Elles sont les conséquences physiologiques directes, mécaniques, d'une adaptation exceptionnelle de l'être humain à un écosystème devenu chroniquement sous pression. Le stress omniprésent a reprogrammé le système de sécurité de notre cerveau pour rejeter en bloc toute forme de vulnérabilité. C'est le résumé parfait. La friction prodigieuse qu'on ressent au moment de la décélération transforme un simple canapé en une zone de danger mortelle aux yeux de notre biologie. C'est fou d'en arriver là. Et finalement, l'anxiété physique n'est que la sirène d'alarme du corps, et la culpabilité n'est que le conte de fées toxique que l'esprit invente pour justifier le hurlement de cette sirène. Ce résumé met parfaitement en lumière la tragédie mais aussi la beauté de ce paradoxe. Il est tellement facile de blâmer notre société moderne, son obsession de la rentabilité et de la performance pour tous nos maux. Et l'environnement joue un rôle déclencheur immense, c'est indéniable. Bien sûr. Mais la racine du problème plonge beaucoup plus profondément, jusqu'à nos instincts de préservation les plus archaïques. Nos instincts de survie basiques. On essaie de naviguer dans un monde sophistiqué d'emails en retard et de réunions virtuelles, en utilisant un système d'alarme conçu pour survivre à la préhistoire. Forcément, les fusibles finissent par sauter. C'est inévitable. Et j'ai l'impression que la simple prise de conscience de ce décalage, c'est l'outil le plus puissant dont on dispose. Tant qu'on perçoit la culpabilité du repos comme étant justifiée, on reste piégé dans cette course en avant, obligé de produire frénétiquement pour s'acheter le droit d'être en paix. C'est le nœud du problème. Mais dès l'instant où l'on démasque cette culpabilité, Dès qu'on la regarde en face, dès qu'on la reconnaît pour ce qu'elle est vraiment, une simple fausse alarme. Le crissement strident d'un moteur qui cherche à rétrograder en sous-régime. Eh bien, tout change. qu'est-ce qui change concrètement? On acquiert la capacité de tolérer cet inconfort passager, sans lui céder le contrôle. C'est ça la clé. On peut choisir de rester assis au cœur de cette angoisse pendant quelques minutes, en se répétant rationnellement que le système est juste en train d'opérer une mise à jour douloureuse. Et que l'absence de bruit sur les remparts ne cache pas obligatoirement une invasion imminente. Exactement. Et franchir ce cap, eh bien, ça demande un courage qui n'a l'air de rien de l'extérieur, mais qui est monumental de l'intérieur. Le courage de ne rien faire.
Le courage d'affronter de plein fouet l'immobilité, le silence et le vide. Cette plongée détaillée au cœur des mécanismes décrits par notre source du jour modifie radicalement notre façon d'envisager la notion de fatigue. La fatigue n'est plus juste un manque de sommeil. Non, gérer son temps libre ne relève plus du tout de l'agenda ou du planning idéal. C'est devenu une véritable entreprise de restauration de notre sécurité neurologique intérieure. C'est joliment dit. Merci. Mais avant de refermer le dossier de cette analyse, je voudrais laisser résonner une dernière idée. Une réflexion un peu troublante qui a émergé tout au long de nos échanges sur cette survie et ce danger permanent. Vas-y, je suis curieux. Si, à cause de notre mode de vie frénétique, notre biologie a fini par associer la détente absolue à une menace imminente, peut-être que la solution n'est pas de chercher d'énièmes astuces de productivité. Certainement pas, non. Le véritable défi, l'ultime frontière, ne serait-il pas de trouver le moyen intime, profond, de murmurer à nos propres cellules, à notre propre système nerveux, que la guerre quotidienne de l'existence est enfin terminée Que la paix est possible? et qu'on a, pour de bon, le droit de baisser les armes sans mourir? C'est sur cette interrogation vertigineuse et pleine de promesses que s'achève notre exploration du jour. Une très belle question pour finir. Merci de nous avoir accompagnés au cœur de ces réflexions d'une densité fascinante. Gardez toujours l'esprit grand ouvert, n'hésitez jamais à remettre en question ce qui semble être des évidences inconfortables du quotidien, et à très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.